parce qu'on était classé par le numéro de cote sur nos dossards. Et moi, j'avais le dossard 15. Et à côté de moi, j'avais des personnes qui avaient le dossard 200, 250. Et on discutait et ils me disaient qu'ils avaient prévu de mettre 20 heures. Et moi, je leur disais que j'avais prévu de mettre 15 heures. Forcément, du coup, ça met le doute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Aujourd'hui, je reçois Josué Laubry qui est déjà venu précédemment sur le podcast présenter un de ses projets qui était la double traversée des Pyrénées, l'aller en vélo et le retour à pied par les montagnes. Mais aujourd'hui, s'il est sur le podcast, c'est pour nous parler de sa dernière course où il a réalisé une très belle 9e place sur l'échappée belle. Et ça va être l'occasion de découvrir ce qui se cache derrière cette belle performance. Salut Josué, comment tu vas ? Salut! Ben écoute, je pourrais aller un petit peu mieux. Je me suis cassé la gueule hier à vélo comme une merde et je me suis pété le poignet. Et j'ai deux belles pizzas sur l'épaule. Mais sinon, à part ça, j'ai la forme, j'ai les jambes, j'ai passé une belle semaine UTMB et je récupère bien de ma course il y a 2 semaines. Malheureusement, la tête est bonne, mais là, la main un peu moins. Bon, ça arrive, écoute, j'espère que ça va vite se remettre et que tu vas pouvoir en tout cas surfer sur cette bonne perf. Alors parle-nous déjà un petit peu de cette course. Qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire déjà sur l'échappée belle sur cette saison? L'échappée belle, c'est un événement du coup de trail dans Beldon qui comprend plusieurs formats. C'est fin août, c'est une semaine avant l'UTMB. J'ai découvert cette course c'était quoi, il y a maintenant 4 ans. Mon grand frère et mon père, ils avaient fait le format 60 km, le parcours des crêtes. J'étais allé les voir et ça m'avait direct donné envie de faire la course de par les ratios qui me font bien envie. C'est des ratios élevés en termes de kilomètres dénivelés. Il y a pas beaucoup de kilomètres faciles. C'est aussi un terrain qui est super technique, très minéral par endroits, et moi j'aime bien parce que c'est vraiment sauvage et c'est là-dedans que j'arrive à, on va dire, à évoluer le plus rapidement en creusant des écarts avec les autres. Et donc pour ces deux aspects-là, c'est une course qui me donne envie, et il y a aussi le fait que ce soit un gros événement national, mais avec une orga très conviviale, familiale, et c'est vraiment une fête sur le week-end. Et tout le monde est content d'y participer, que ce soit l'orga, les bénévoles et les coureurs. Et du coup, je devais faire le 65 il y a 2 ans, le parcours des crêtes, et en fait, il avait été annulé Et du coup, l'année dernière, je pouvais pas, et cette année, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. En plus, je sais que cet événement, il tombe le week-end. Du coup, en fonction des années, c'est 22, 23, 24 ou 25 août. Et mon anniversaire, c'est le 23 août. Cette année, c'était pile le jour de la traversée nord. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'année où faut que je la fasse. Et ouais, je me suis inscrit du coup sur le format 96 km. Parce que avec ce que j'ai fait l'année dernière et en ce début d'année, je me suis dit que je pouvais monter d'un format. Initialement, je voulais faire le 65, mais du coup, je me suis lancé sur le format 100K. Et ouais, c'était incroyable. Bah top, écoute, juste un petit point avant de parler vraiment de ta course. Au niveau mental, comment tu te sentais au départ de cette course? Ton état d'esprit, c'était comment quoi? Tu visais vraiment, tu avais un objectif précis de temps, de place? Ouais, je m'étais fait une feuille de route pour rentrer dans la barrière temporelle que je m'étais fixée. Je savais que j'allais être finisher. Le doute, il résidait dans est-ce que j'allais être capable à être finisher dans le temps que je m'étais imposé. J'avais prévu moins de 15 heures, un peu comme ça à la volée, mais j'étais pas allé faire de repérage et du coup j'avais pas de repère quant à ma vitesse de progression dans les parties techniques. Et sur ma feuille de route, en me tenant juste au kilomètre et au dénivelé, j'avais moins de 14 heures et en fait, c'est, c'est 1 heure de moins que la gagne de l'année dernière. Et je me suis dit, waouh, non, mais ok, d'accord. Donc j'ai beaucoup de marge, donc j'ai gardé ça. Et en fait, sur le début de course où c'est pas technique,
bah, j'étais du coup dans les allures. Et je savais que quand ça allait être technique, bah, j'allais avoir cette marge-là en fait pour faire moins de 15. Et au final, c'était vraiment bien technique comme il fallait. Et du coup, j'ai mis plus de 15. J'ai mis 15h56. Et maintenant, avec du recul, je me dis que j'aurais pas pu mettre moins. Du coup, je suis content. Et à l'attaque de la course, du coup, j'avais ce doute-là. Sinon, j'étais vraiment dans un état d'esprit apaisé où je partais pour une aventure en fait. Je me disais pas que ça allait être la course, pas jusqu'au moins aux 2 tiers de la course, quoi. Ça allait être vraiment une aventure. Et donc, j'avais cette excitation de partir à l'aventure. Top. Écoute, là, il y avait une info que tu avais fait passer, c'était ta position au premier point de contrôle. Alors des fois, c'est vrai que la position peut être un petit peu écartée, même si c'est en peloton ou autre, mais on a vu que même au fil de la course, si tu remontais juste progressivement, puis tu n'as pas fait un bond, je crois que c'était au-delà de la 40e position, si je ne me trompe pas, et tu n'as pas fait un bond de 40 à directement dans le top 10, tu as remonté progressivement. Comment s'est passé pour toi la course à ce niveau-là? Tu t'es dit c'était dans tes allures, donc de ce que j'ai compris. Tu pensais que tu allais remonter, ça allait craquer devant ou tu as accéléré? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour faire une telle Ouais. remontée? Comme tu le dis, j'étais dans mes allures au début, donc moi, j'étais pas inquiété. C'est sûr que ça peut faire un stress mental, une pression de se dire que bah on est loin au classement, on évolue avec des gens qui ont un niveau inférieur au nôtre et du coup on peut être amené à accélérer pour rester au contact de la tête de course et tout. Et moi j'étais vraiment parti dans un plan de course où j'étais en gestion. Et je savais qu'en fait que j'allais être loin au début de course. Donc comme tu l'as dit, j'étais 41e au bout de 2 heures de course. Et, et j'évoluais avec d'autres personnes qui... C'était rigolo parce qu'on était classés par le numéro de cote sur nos dossards. Et moi j'avais le dossard 15. Et à côté de moi j'avais des personnes qui avaient le dossard 200, 250. Et on discutait et ils me disaient qu'ils avaient prévu de mettre 20 heures et moi je leur disais que j'avais prévu de mettre 15 heures. Forcément, du coup, ça met le doute, mais je savais que devant ça allait craquer, ça allait sauter et que moi j'allais réussir à garder une allure stable. Et c'est comme ça effectivement que je suis remonté. J'ai repris beaucoup de monde dans les parties techniques. Comme je te le disais, c'est là que j'aime bien, que je suis à l'aise. Et pour au final grappiller des places et aller chercher un top 10 à la fin. Donc ouais, j'avais cette confiance en ma gestion au départ. Niveau alimentation, tu as pu gérer comme tu le voulais à ce niveau-là? Euh, Ma dernière course, c'était le championnat de France et j'avais eu des pépins sur l'alimentation. J'avais trop mangé au début et après, du coup, j'avais plus rien mangé et j'avais des problèmes gastriques. Du coup, j'étais parti dans l'idée de manger un peu moins que sur les championnats de France, de manger un peu plus à l'envie aussi. Et, et c'est bizarre parce que j'ai eu du mal en fait vraiment à m'alimenter. Tout début de course, à partir des premiers gels, premières compotes, euh, j'avais l'impression que j'étais ballonné et en fait, je pense que j'étais toujours sur la limite basse de ce que j'avais prévu dans mon plan de nutrition, mais vraiment basse. Et ça a fait comme ça. Par contre, à contrario, j'ai beaucoup bu. Et ça, je sais pas à quoi c'est dû. Il faut savoir qu'on est parti à minuit. J'avais jamais fait une nuit dehors comme ça. Et, euh, et je sais pas si le fait d'être fatigué, ça me donnait plus soif ou il faisait quand même un peu lourd, donc je buvais bien. Mais j'ai moins mangé que ce que j'avais prévu et j'ai plus bu que ce que j'avais prévu. Et est-ce que tu as ressenti un peu, tu sais, on parle souvent de l'état de flow quand tout va bien, on a l'impression d'être un petit peu sur coussin d'air. C'est quelque chose que tu as ressenti ou pas jusque-là finalement? C'est juste que tu as bien réussi à aligner les choses correctement, mais tu peut-être pas l'état physique qui te mettait dans un état de flow. Non, je suis pas allé jusqu'à l'état de flow. En fait, j'étais vraiment en gestion jusqu'aux 2 tiers de la course et du coup, j'étais juste en sortie longue. Tu vois, j'étais pas dans une sensation où je volais. Quand je rattrape du monde, je suis juste à ma vitesse endurance dehors à passer un bon moment et
C'est juste le fait que je sois parti plus doucement et que du coup je suis moins entamé que les autres qui fait que je les rattrape, mais c'est pas parce que je sais pas, il y avait toutes les planètes qui étaient alignées et je volais à ce moment-là. C'était ma vitesse de croisière sur une course aussi longue. C'est ta condition normale quand il y a pas de souci, quoi. Ouais. Et je veux savoir, au niveau de l'avancée dans ta course, est-ce que tu avais connaissance des écarts et de la position que tu avais au fil des points, en tout cas peut-être, soit des ravitaux ou autre? Ça, je l'avais demandé au début de course de pas l'avoir. D'habitude, notamment sur des championnats de France ou quoi, je veux savoir les écarts pour pouvoir adapter aussi mon allure, mon pacing, ma gestion, pas mal de choses. Et là, en fait, j'étais parti dans l'idée où j'allais vraiment me détacher du classement, donc jusqu'aux deux tiers, jusqu'au kilomètre 60, 70. Et du coup, j'avais aucune info pendant les 6 premières heures de course. Enfin, au premier pointage, les bénévoles ils me disent bah, vous êtes dans le top 50. Et puis, il y a toujours des personnes qui te disent deux, trois trucs, mais tant que c'est pas l'assistance ou des proches ou quoi, tu prends ça, mais l'info, tu sais pas si elle est véridique. Du coup, je savais que j'étais assez loin, puis j'avais vu beaucoup de personnes devant. Et au final, c'est mes amis et mon frère qui m'ont dit avant là où j'avais prévu, donc kilomètre 40, que je sais pas, je devais être top 15 ou un truc comme ça. Et le jour venait de se lever. Et en fait, j'avais pas fait gaffe que j'avais doublé autant de monde dans ma tête. J'étais encore 30e. Et du coup, ils m'ont dit ça. J'ai fait ah ouais. Et j'étais agréablement surpris parce que du coup, comme je te disais, j'étais en vitesse normale pour une sortie de ce type. Je venais de faire la portion la plus technique. Et en fait, ouais, j'ai doublé plein de gens juste en étant à ma vitesse dans le technique. Et du coup, j'étais content en me disant que bah, j'allais pouvoir gratter encore plus de places, enfin de bonnes places dans le classement euh, pendant les prochaines heures qui arrivent. Et à quel moment tu as senti que, enfin, ou plutôt, dit différemment, est-ce qu'en t'approchant du top 10, ça a changé ta stratégie de course, que ce soit au niveau de l'allure, de l'intensité que tu as mis? En faisant ma feuille de route au tout début, du coup, les temps que j'avais mis, je gagnais la course. Et un peu à la volée, moins de 15 heures, je savais que j'avais fait un top 10. Et du coup, je m'y étais préparé de me dire que, enfin, si je voulais rentrer dans mes estimations horaires et que je joue dans le top 10. Donc à ce moment-là, 40, 50e, ça m'a pas changé parce que je savais que la course, elle commençait pas encore. Et du coup, j'ai encore fait 20 bornes, 25 bornes sur ma vitesse de croisière. Et c'est vraiment au 70e que là, j'arrive au ravito et je demande les écarts précis avec la tête de course, avec le podium, avec les gars de devant, avec les gars de derrière, avec le deuxième espoir. Et c'est là que je veux prendre toutes les infos. Et je suis reparti de ce ravito au 70. Et là, j'attaquais un trail court en fait. Je suis parti à tech. Je fais une descente derrière appuyée. Et après, j'en ai trop mis. Donc, je prends un petit coup de bambou. Je reprends gel caf. Je reprends. Et à ce moment-là, ouais, j'étais quoi? J'étais 13e. Je reprends deux personnes en 10-15 bornes. Et j'arrive au dernier ravito. Et là, je sais que je suis au port du top 10 et je fais un ravito express. Je récupère deux flasques à la volée. Et là, mais je fais 15 bornes, mais bah, je me dis, mais après 12, 13 heures d'effort, comment j'arrive à sortir des 15 bornes comme ça? Je courais partout. Je faisais des relances. Je reviens sur les mecs du top 10. Je place des attaques. Et, et je fais un sprint dans le dernier kilomètre pour maintenir ma 9e place. Et du coup, ça m'a vraiment galvanisé sur la fin, sur les 20 derniers kills. Ouais, quand on me l'annonce, je suis à un quart d'heure du top 10 au 50e, je me dis, bof, laisse filer, hein. Il reste encore 16, 7, 8 heures de course. Et en tout cas, on le sent, ouais, comme quoi en tout cas, tu t'es fait plaisir sur, cette fin de course. Il y a une image aussi, en tout cas une vidéo, que tu avais, diffusée, sur Instagram où on te voit, en larmes, à l'arrivée. C'est lié à quoi ça? C'est les émotions de la course?
C'est les amis, la famille, c'est le fait que ce soit son anniversaire? Ouais, bah, de manière générale, je suis très émotif sur des courses longues, on va dire, qui ont un sens. Là, il y avait plusieurs raisons. Faut savoir que j'ai eu envie de pleurer déjà plus tôt dans la course. Et à chaque fois, je me suis retenu en me disant, lâche pas et va jusqu'au bout parce que si tu pleures, ça va peut-être te déconcentrer, tu vas te faire mal et on ne sait pas ce qui peut arriver. Et du coup, à chaque fois que l'envie montait, je me reconcentrais. Euh, Comme tu le dis, il y avait plein de gens qui étaient là. Il y avait ma copine, il y avait mes deux frères, il y avait mes grands-parents, il y avait plein d'amis. Donc tout ça, c'est trop chouette de faire une belle performance devant les proches. C'est déjà une grosse raison en soi. Parce que c'est dur de répondre présent à chaque fois le jour des courses. Enfin, c'est pour tout le monde. Sur tous les événements, on voit il y a toujours des personnes qui font des contre-perfs, qui abandonnent. Du coup, dès qu'on passe la ligne à notre niveau, on est content. Là, c'était aussi mon premier format aussi long. Je n'avais jamais fait plus de 10 heures d'effort. Et là, j'en fais 16. Donc, je suis content. C'était le jour de mon anniversaire. Et c'était une super journée en montagne aussi. Et c'était de la fatigue et de la fierté de passer la ligne. Et du coup, ouais, il y a tout qui est sorti à la fin. Ils m'ont fait souffler les bougies sur la ligne d'arrivée, donc j'étais encore plus aux larmes. Enfin, c'était, c'était vraiment la délivrance et le lâcher prise. Ouais, un sacré mélange, d'émotions. Et à quel point, ouais, tes proches, qui t'ont fait l'assistance à cette course, ça a été, important dans ta performance? Je trouve d'avoir une bonne assistance sur l'ultra, en fait, c'est vital. C'est eux avec qui tu viens échanger, que ce soit des informations, des émotions sur les ravitaux. C'est eux qui font partie d'une source de motivation extrinsèque pour continuer à avancer, pour les rendre fiers d'une part, pour les remercier, où en fait on se doit d'aller au bout. C'est c'est eux qui te remettent dans le bain si jamais on décroche, si jamais on est fatigué. Ceux qui ont le plan de route, que ce soit niveau nutrition et changement de matériel. Quand on est fatigué, qu'on est dans le bain, on pense pas à tout ce qu'on avait anticipé et c'est eux qui font les bons gestes au bon moment et du coup ça fait vraiment partie de la performance je pense que le trail c'est un sport individuel, l'ultra c'est un sport collectif parce que sur toutes les courses longues, que ce soit enfin tous les personnes devant qui gagnent, qui font des telles performances, l'assistance elle a son rôle à jouer. Et du coup, ça me fait aussi admirer les personnes qui réussissent des courses comme ça tout seul, en étant autonome, en mettant bien plus de temps que nous, les personnes de devant, passant plusieurs nuits dehors, en étant tout seul sur les ravitaillements, à manger des soupes avec les bénévoles et à récupérer leurs affaires dans des drop bags. En fait, ils vivent pas du tout la même course que nous. Et le fait d'avoir des proches sur sa course et d'avoir une assistance, c'est une vraie différence et une vraie source de motivation aussi. Et en comparaison avec les courses précédentes que tu as eu faites, qu'est-ce qui avait peut-être pas fonctionné ou qu'est-ce que par rapport à celle-là, qu'est-ce que tu as pu mettre en place de différent qui a fait que, alors tout enfin c'est pas tout ne s'est pas aligné, mais tu as pas eu de soucis en tout cas majeurs et tu as pu vraiment aller, donner le meilleur de toi sur cette course-là? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a, justement, il y a, comme tu dis, les courses passées où j'ai pu faire des erreurs. Ces erreurs-là, on en tire des enseignements, que ce soit sur la partie nutrition sur cette course, où je me suis pas jamais forcé à trop manger. Ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, j'ai jamais eu des périodes où j'ai rien mangé pendant plus de 2-3 heures. Et du coup, j'ai pas eu de creux, on va dire. Il y a le pacing. Sur toutes les courses où j'ai tendance à partir un peu vite, là c'est vraiment la première course où j'ai vraiment laissé filer.
Et en fait, ouais, toute la première montée, c'était sur une piste forestière, jamais vraiment raide, mais en pente quand même pour te casser les jambes si tu cours. Et devant tous les mecs qui couraient, et moi je suis resté là tranquillement en marchant. Et cette acceptation de pacing, le matériel aussi, ça j'en ai pris conscience sur ma traversée, ma double traversée Pyrénées l'année dernière, où en fait, faut anticiper. On va monter à 2700 mètres d'altitude, de nuit, il y aura du vent. 3 heures avant, quand je suis en bas dans la vallée, je mets un t-shirt avec des manches longues et si j'ai chaud pendant 1 heure, je remonte les manches et là-haut, au moins, j'aurai pas chaud. Et c'est plein de petites choses comme ça, de changer les gants quand ils sont mouillés. Donc vraiment ce matériel, spacing, la nutrition, c'est toute cette expérience. Ensuite, c'est le plaisir à l'entraînement aussi pour arriver là prêt. Cet hiver, j'en ai un peu trop fait. J'étais vraiment dans l'aspect carré du plan d'entraînement où j'avais pas le droit de dépasser. En fait, je me mettais cette pression tout seul. Ou si je ratais la séance, ça allait pas du tout. Enfin, plein de choses comme ça. Et à partir du printemps où j'étais vraiment très fatigué à cause de ce surménage, je suis arrivé au mois de juin et je me suis dit, bah là, reprends plaisir. Et en fait, j'ai pas fait d'intensité quasiment depuis cet hiver. Et je fais que des longues en montagne avec les amis. Le soir, aller faire un sommet parce que j'en avais envie. Et reprendre ce plaisir, retrouver un peu l'essentiel d'être dehors et de l'entraînement. Ça m'a fait arriver sur la course avec du volume, mais aucune fatigue mentale. Mais j'avais quand même du coup une prépa en montagne de fête et ouais, j'avais ce sentiment d'avoir passé un bel été et d'avoir travaillé dehors sans m'être trop pris la tête et ça c'était agréable et du coup ça m'a permis de vraiment profiter de la journée. C'est pas mal de choses qui font qu'à la fin la journée elle se passe bien et bah forcément il y a aussi un peu de chance parce que sur 96 bornes avec 7500 mètres de dénivelé dans les cailloux, à tout moment le pied il tourne, à tout moment on se fait rouler un caillou sur les pieds, on se blesse, on peut tomber et je crois que ma plus grande fierté au final à la fin de la course c'est de pas être tombé une seule fois en 16 heures dans ces champs de cailloux donc c'est aussi cette lucidité à appréhender chaque pas comme où il faut être très concentré quoi. Et en début de podcast, tu as parlé brièvement, mais tu as dit que tu as mis un petit peu de temps à accepter que cette course, enfin, comme si tu avais quelques regrets. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On dirait comme si tu avais deux, trois regrets sur la course à l'arrivée et que finalement tu as réussi à comprendre que ce que tu as fait, c'était quand même une belle performance et tu as dit que tu pouvais pas faire mieux, en tout cas ce jour-là. C'était quoi les regrets que tu avais sur la ligne d'arrivée? En fait, je me dis, si j'ai été capable d'en mettre autant sur la fin, est-ce que j'aurais peut-être pas dû rentrer dans ma course un peu plus tôt? Est-ce que j'avais pas une condition physique qui me permettait, au lieu de faire, on va dire, 70 km d'aventure et 25 km de course, ne pas faire 50 bornes d'aventure et 45 de course, tu vois? Parce qu'en vrai, c'est vraiment sur le moment où j'ai switché dans mon cerveau que j'ai vraiment repris du temps dans des portions pas spécialement techniques, juste en mettant. Et, et du coup, c'est dur à jauger parce que si j'en avais mis peut-être plus tôt, bah peut-être que justement ça serait pas passé et j'aurais craqué. Et peut-être qu'il y a un monde où ça serait passé et du coup j'aurais fait encore mieux. J'ai des amis du coup qui m'ont rassuré en me disant que faut jamais remettre en question son début de course parce que parce que justement on a fait les choses bien. Si on avait un début de course comme ça, c'est aussi qu'on y avait réfléchi. Et effectivement, j'y avais passé du temps en amont à calculer comment je pouvais optimiser ma course. Et du coup, c'est aussi pour ça que je te dis que je ferais pas mieux. Parce que si je devais refaire la course, comme c'était la première fois sur du long, je prendrais pas le risque en fait d'attaquer plus tôt. Et donc il y a ce regret d'une part de se dire qu'à l'arrivée, en fait, je pouvais encore marcher, je pouvais encore courir, tu vois, j'étais pas fracassé non plus.
Et du coup, ouais, c'est de voir sur la prochaine course, bah, à quel moment je me dis je switch et, et je commence à me faire vraiment mal, quoi. Parce que là, si tu devais refaire cette même course avec ce que tu as appris sur toi-même aujourd'hui, là, comme ça à chaud, au niveau du plan de course, qu'est-ce que tu changerais? Je pense que ouais, je commencerai à accélérer un peu plus tôt et ou alors que dans les montées bien techniques, je j'accélérerai un peu plus et euh, et je me reposerai sur les parties roulantes après. Et du coup, en fait, ouais, soit j'accélère tout du long plutôt, soit j'accélère à chaque fois par section. Donc là, je ciblerai les montées et j'aurai des temps de récupération derrière. Mais en fait, ouais, faudra vraiment l'expérimenter pour voir bah, si musculairement ça tient, si au niveau de la fatigue, enfin plein de choses ça tient. Et ouais, ce serait surtout des choix de pacing. Le matériel, il était bon, je pense que je changerais pas. La nutrition, j'aurais pas pu faire mieux parce que à un moment, quand l'organisme il a pas envie d'ingérer plus, bah, si tu lui en mets plus, il va vriller, donc ça pas trop. Ouais, ce serait sur le pacing en fait, ou aller où j'irai découvrir de nouveaux protocoles de pacing, quoi. Ok, bon, en tout cas, ce qui en ressort, c'est que tu es convaincu que tu peux aller encore plus vite. C'est sur ça que je voulais Oui, après, savoir. la finalité pour aller plus vite, c'est de faire encore plus Oui, oui. d'entraînement, hein, ça, y a pas de secret, hein. Mais en tout cas, c'est ouais, très intéressant. Écoute, et je voulais savoir, maintenant que tout ce défi il est accompli, on peut se tourner aussi vers le futur en te demandant quelle est la suite pour cette saison, mais surtout peut-être pour, parce qu'on a quand même en fin de saison, mais peut-être la saison prochaine. Est-ce que déjà tu t'es mis en tête certaines courses ou même déjà inscrit sur certaines? Ben ouais, carrément, j'ai en tête la saison prochaine. Là, c'était mon deuxième gros objectif de cette année. Il y avait les championnats de France que j'ai raté et la traversée Nord. Et traversée Nord réussie. Et puis là, je me suis cassé le poignet. Donc, ça va vraiment être une fin de saison. Je me suis inscrit sur des petites courses pour profiter. Et pour l'année prochaine, l'idée c'est de rester dans les mêmes types de courses. Donc des gros ratios, de la technicité. Euh, et de rester dans les mêmes temps d'effort, grosso modo. Donc là, j'étais à 15-16 heures, peut-être pousser à peine plus, aller, en fonction des courses. Mais du coup, j'ai ciblé l'Ultra Trail du Haut-Gifre parce que c'est un événement qui me fait bien envie, des beaux paysages, des beaux ratios. Des bons ratios, ouais. Euh, je sais pas encore sur quel format. Pas me mettre une énorme cartouche non plus au printemps. Ce sera une course préparatoire et une course pour kiffer. Et après, les deux gros objectifs, donc les inscriptions, elles sont pas encore ouvertes. J'espère que j'aurai un dossard. Mais il y a la Restonic en Corse. Je serai sur le grand format, donc le 110. Ça, c'est début juillet. Et après, aller finir l'année Trail du Bourbon à La Réunion. Puis après, on restera là-bas avec ma copine au moins 6 mois à y vivre. Donc ouais, les deux gros objectifs. Et après, bien sûr, il y aura des courses au compte-gouttes à droite à gauche pour mettre des petits dossards et kiffer et ouais, faire des courses de prépa. Mais ouais, du coup, j'ai ces objectifs en tête et il va falloir passer un bel hiver sur les skis pour engranger du dénivelé. Écoute, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Et puis hâte de voir ça, te suivre une nouvelle fois sur tes prochaines courses. Et puis bon, j'imagine qu'à La Réunion, tu vas pouvoir explorer l'île de long de long en large. Donc, plaisir de suivre tout ça. Et merci encore à toi d'être venu sur le podcast pour partager ce moment. Bah merci à toi, ça fait plaisir de raconter une course, de raconter une belle performance, de raconter une belle journée. Puis ah, ça remet en mémoire à chaque fois les souvenirs, les beaux moments, les moments un peu plus durs. Et ça permet de re-analyser sa course encore et encore parce que je pense que à chaque analyse on réapprend des choses. Donc c'est chouette, c'était un bon moment.
Et effectivement, c'est pas une big aventure, mais enfin, c'est à la journée. Et voilà. Oui, mais toute, déjà la petite aventure, bon, quand même 15 heures, 15-16 heures à fond, ou presque, ça reste quand même une belle aventure en tout cas. Ah, merci Ouais, à ouais, toi, je suis bien Josué. content. Merci à toi, et puis à la prochaine du coup. À la prochaine. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.